Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette dernière partie de FAQ. J'espère que vous êtes toutes et tous prêts. Ce sera la dernière partie de la FAQ de cette année. J'espère que vous en aurez profité. Écoutez, je suis très content déjà de terminer cette FAQ parce que c'est toujours une épreuve. Et de me retrouver encore une fois en live avec vous. J'espère que ça va aussi bien se passer que la fois dernière. Est-ce que tu es tenté par le format des vidéos essais du Nerdwriter et Vulfame Painting? Ouais, je suis assez tenté, mais c'est assez contraignant par rapport... Enfin, je suis sûr que ce sera pas du tout la même façon que ce qu'ils font eux. Si moi je devais le faire, ce serait un truc plus... il faut regarder mes vidéos, mes chroniques de cinéma sur Vimeo. C'est quelque chose qui peut s'y rapprocher. Pour certaines fois où je fais quelque chose de plus général, c'est pas lié forcément à un film. Donc là, ça se rapproche du vidéo essai. Que penses-tu de Sens Critique? Alors, il y en a qui utilisent Sens Critique comme ils utilisent IMDb pour faire un peu la liste des choses qu'ils ont vues, mais au final, moi je n'y ai pas beaucoup d'utilité. Je vais de temps en temps pour voir un peu noter les films qui passent à la télé, ceux que j'ai vus, mais je passe pas mes journées dessus. Je sais qu'il y en a, ça les intéresse énormément, Sens Critique, ils s'investissent beaucoup dessus. J'ai un copain, je l'avais déjà dit, qui avait fait une liste complète des films sur la Seconde Guerre mondiale, du début des hostilités à la fin de la guerre, avec tous les films chronologiquement, donc dont le contenu, l'histoire présentée dans le film est chronologique au niveau du développement de la guerre. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça, mais c'est voilà, des listes qui sont des fois très très complètes, bien expliquées aussi, avec toujours des petits commentaires. Moi je n'y vois pas d'intérêt personnellement à vraiment être dessus. D'ailleurs je vais jeter un coup d'œil. Parce que, bien sûr, pourquoi je vous dis je vais jeter un coup d'œil alors que je viens de dire que j'ai pas d'intérêt à être dessus, s'il y a des malins qui ont pensé que ça pouvait être utile de mettre ma chaîne dessus. Donc il y a sur Sens Critique, un truc Cinefiles et un truc les chroniques de Dot sur Hooper.fr et tout ça. Donc moi je vais des fois parce que je veux quand même répondre à des gens des fois qui posent des questions ou qui m'insultent, hein, parce qu'ils ont vu la vidéo de Crost, hein, donc ils viennent m'insulter et me donner une mauvaise note sans commentaire. Donc là, dernièrement, il y avait quelqu'un qui m'avait posé une mauvaise note, genre un 3 sur 10 ou un truc comme ça. Affublé, ça je l'avais noté, affublé de la condescendance de la part d'un intello élitiste sous amphétamine. Bon, ce genre de truc, ça fait pas plaisir, mais l'histoire ne se termine pas là. Bon, moi je lui réponds. Hein, mais je le réponds quand je vois ce genre de message, je me dis c'est quelqu'un qui a vu Crost qui me dit ça, parce que j'ai vraiment très rarement eu le mot condescendance dans d'autres vidéos que Crost, donc je me dis que c'est le mec qui a vu Crost. Voilà. Alors moi je lui dis que c'est dommage, il me dit c'est comme ça. Alors moi je lui dis non, il va pas s'en sortir comme ça, je vais insister un peu. Moi je lui dis c'est probablement parce que t'as vu que la vidéo sur Crost et que t'as peut-être pas vu ce que je faisais à côté, le nombre de vidéos que j'ai fait à côté. Et toi tu me jugerais uniquement sur Crost, donc je t'invite à voir d'autres vidéos. Un jour après, il m'envoie un message privé et je vois qu'il a augmenté la note à 7 sur 10. Et en message privé, il s'excuse de cette petite pulsion d'écriture et que voilà, c'est juste une erreur et que voilà. Et moi je lui ai répondu, il n'y a pas de souci, tu seras pas le premier, tu seras pas le dernier, c'est tout à fait normal, voilà, quand on aime beaucoup quelqu'un et qu'on voit un mec le critiquer pendant 40 minutes, des fois avec maladresse, ça je le reconnais bien dans la vidéo, voilà, il aurait peut-être fallu affiner encore certains points, mais ça, on n'est jamais à court de finition sur une vidéo, hein. Surtout par rapport à un public qui connaît vraiment bien le projet de Karim. Donc la personne s'est excusée, moi aucun souci, du coup moi j'ai pu pas le remettre dans le droit chemin, mais en tout cas désamorcer une situation qui était compliquée avec un petit peu de dialogue. Et des fois oui, je fais le tour de Sens Critique pour prendre le tempo et pour aussi voir un peu les profils des gens qui me notent mal ou qui me notent bien, pour voir un petit peu leur goût. Des fois, il se trouve que ces gens qui me notent mal, c'est des gens qui ont mis 8, 9 ou 10 à Cross. Donc moi je me dis, oui, c'est logique, hein, j'ai envie de dire c'est logique. Donc voilà. Donc, après, moi, quand je vois qu'ils me mettent 4 par exemple sur 10, et que je vois qu'ils mettent Durandal 3 sur 10, je me dis, je suis mieux que Durandal, c'est déjà mieux. C'est déjà correct, quoi. Donc après, c'est vraiment, je réagis s'il y a du commentaire, que ce soit positif ou négatif.
Mais voilà, là j'étais intervenu parce que je trouvais que c'était un petit peu fort de café. Si la personne avait vraiment l'impression pendant, je sais pas, sur une dizaine de vidéos que j'étais condescendant, bon, là on dialoguerait, là il y aurait vraiment une longue discussion. Enfin, si la personne le veut, bien sûr. Mais là, vu comme la phrase était tournée, je me disais, ah, ça c'est quelqu'un qui a juste vu Crost. Donc, bien sûr, il faut pas se cantonner à juste cette vidéo-là. C'est normal, hein, c'est normal. Penses-tu que Vaina, c'est-à-dire Moana, je crois, peut être considéré comme un film majeur du nouvel âge d'or Disney? J'en ai pas l'impression. C'est un film qui est bien fait, mais je pense pas que ça va être un film majeur. Vraiment, Frozen, La Reine des Neiges, même si je déteste ce film, ça reste un film majeur quand même. Après, ce n'est pas un film majeur technologiquement, c'est pas un film majeur en termes de narration, de personnages, il n'y a rien de magique en fait dans le film, mais force est de constater qu'avec un peu de marketing, on fait grimper les sommets, quoi. Heureusement, dans les années 2000, il y avait Cusco et Atlantide. Oui, mais les deux films se sont vautrés au cinéma. C'est des films qui n'en ont pas marché. En termes de succès, c'était pas vraiment des succès. Ça n'empêche pas d'aimer le film, bien sûr, hein, mais ce n'était pas des succès. Cinéphile, tu poses très bien la question. Justement, pourrait-on considérer les succès publics chez Disney comme âge d'or? Bah non, pas forcément. Il y a aussi un renouvellement technique qui marque les âges d'or. Quand tu vois dans les années 90, il y a techniquement quelque chose de bien supérieur à ce qu'on faisait dans les années 70, même 80. Là, on a une nouvelle pulsion de création, même dans la narration, c'est très bien foutu. Et techniquement, ils sont beaucoup plus forts. Donc, est-ce que maintenant, les Disney sont beaucoup plus forts? J'en ai pas l'impression. Donc, bon. Aujourd'hui, en fait, les Disney seront plus forts techniquement parce qu'ils auront fait le renouvellement de leur parc graphique. Hein, c'est pas forcément un âge d'or. Hein, c'est compliqué. Hein. Donc là, on partirait plus sur un âge d'or économique. Tu vois, donc là, on serait pas du tout sur l'artistique, du coup. Donc c'est compliqué, je veux dire, cette question est compliquée. Hein. Je pense pas qu'on puisse parler d'âge d'or. Hein. Vous savez, les gros titres, il a fait 1 milliard au box-office, ça fait un peu piège. Hein. On a l'impression que c'est parce qu'il a été un énorme succès public que ça va marquer une date ou tout ça. Pas forcément, hein, pas forcément. Je sais pas, moi, Toy Story 3 a fait 1 milliard, ça a rien marqué du tout. Hein. Le film est bien, hein. Mais ça n'a rien marqué du tout dans l'histoire de l'animation. Tu ne feras pas de top 2017? Non, je vois même pas ce que je pourrais mettre en 10 films de 2017. J'en ai pas vu assez. J'en ai vraiment pas vu assez. Si, je pense que la Silver, tu dis que la diversité ciné est assez fade ces dernières années. Non, il y a plein de trucs. Sauf que n'oubliez pas que la médiatisation vous fait miroiter un peu toujours la même chose, hein. Donc si vous sortez un petit peu de cette médiatisation, vous verrez qu'il y a plein de trucs intéressants. Mais c'est pas forcément les trucs qui sont mis en avant par les sites putaclic, style Allociné, etc. Mais il y a plein de choses. Hein. Faire des top flops de fin d'année, bonne ou mauvaise idée, perso, je ne supporte pas trop l'idée. Vaut mieux plutôt faire une liste de films à retenir, de films à voir, plutôt que des top flops. C'est-à-dire que, voilà... Si je devais faire un truc similaire, ce serait pour moi une liste où tout le monde est à égalité. Mais voilà, ils sont dans cette liste pour différentes raisons. Et pour éviter justement cette impression de top et de flop, avec un top 10 et un top 1, il faudrait mettre les noms ou les affiches tous en même temps sur la vidéo. Plam, comme ça on a un plan avec tous les noms ou toutes les affiches. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Oh là là, qui est le premier, qui est le deuxième? Bah non, tu as déjà tous les noms. Donc déjà, ça casse complètement l'idée de gradation, top flop. Ça, c'est déjà, hein, les gens terminés. Et après, tu vas, l'un après l'autre, tu vas dire, ça, c'est, voilà, ce film, moi, je trouve que dans l'année, il est intéressant à voir parce que blablabla. Bla. Et après, tu passes au suivant. Et ainsi de suite, tu fais tous les noms des films que tu as mis dans ta liste. Et puis, ça vaudrait du coup uniquement pour une liste de films à voir. Parce que les films à ne pas voir, on s'en balance, tout simplement. Vaut mieux pas en faire de la promotion dans ce cas-là. Vaut mieux les laisser se faire oublier. Donc une liste de flops ne sert vraiment à rien. Mais les gens savent que les flops
Ça fait venir les gens. Regardez les nombres de chaînes qui ont les vidéos les plus vues sur des immondes merdes. Parce que voir les gens s'énerver contre les films, ça fait vendre, ça fait des vues, ça fait des clics. Donc les mecs, ils font des flops parce qu'ils savent aussi que ça va faire beaucoup de vues, les flops. Les gens aiment bien qu'on se moque, qu'on rage sur les films, même sur n'importe qui, même sur les gens. Hein. Donc ils en sont bien conscients et ils font des vidéos dessus. Alors que dans l'absolu, qu'est-ce qu'on en a à battre de mauvais films? On est déjà suffisamment déçus comme ça quand on lance un film et qu'on nous a inventé et finalement on trouve ça pourri. On s'en balance, alors de faire à la fin de l'année un bilan, c'est-à-dire se poser la question quels sont les films les plus mauvais. Mais on s'en fout! On les oublie, point barre. Alors que des films, voilà, dont on a envie de se souvenir, ça, là, tu te dis déjà, c'est un plus grand défi, quoi. Voilà, mais si je devais faire un équivalent de top, ce serait pas un top, ce serait une liste, hein, où tout le monde est à égalité, mais pour différentes raisons. As-tu vu Your Name, qui est un très beau film? Oui, je dois bien avouer qu'il est très beau, mais je l'ai trouvé un petit peu gangréné par certaines facilités de série. Un petit peu confusant par moments sur dans quelle temporalité on est, à quel niveau de l'histoire on est, dans la narration, c'est par moments un peu confusant. L'émotion passe bien, même si je trouve des fois c'est un peu assuré, c'est un peu compliqué par moments. Les moments où justement l'intrigue commence à se refermer, à refermer ses enjeux, je trouvais que là c'était un petit peu dur, ça m'aurait manqué un petit peu plus de temps, je pense, pour le développement. Ça me donnait l'impression d'être une série comprimée en un film. Voilà. Par contre, au niveau de la performance technique, c'est ultra beau, c'est super bien animé. Bon, en même temps, les Japonais, généralement, ils savent ce qu'ils font à ce niveau-là. Donc, c'est presque même plus un gage de qualité. C'est le standard de ce qu'on attend d'une production japonaise, d'un animé japonais. Quel que soit le style, après, qui varie. Mais il y a vraiment des plans sur la nature qui sont vraiment magnifiques. Mais c'est une histoire touchante, ça, je veux bien le croire. C'est vrai que je pense que c'est quand même le film du réalisateur que j'apprécie le plus. J'avais vu aussi le film où je crois qu'il y a une tour et il y a des enfants qui veulent aller jusqu'à cette tour et moi je trouvais ça un peu chiant par moments. Je m'ennuyais un petit peu. Concernant le cinéma asiatique, lequel préfères-tu le plus? Style japonais, chinois, coréen ou autre? J'aime bien le style chinois. Je dirais même hongkongais, tout ça. Les japonais, je trouve que c'est un peu fade ou ils savent pas trop quoi faire en fait de leur scénario. C'est pas très bien filmé. Coréen, je trouve que ils ont l'impression de devoir prouver que ce sont les meilleurs. Donc en termes techniques, il y a des trucs de fou de tous les côtés, mais ça s'agite beaucoup pour pas grand chose. Par contre, leur écriture est vachement bien. Leur scénario est bien. Vraiment, en termes de thriller, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément en Europe. Donc c'est plutôt rafraîchissant. Mais tout comme eux pourraient dire qu'ils ne voient pas ce qu'on a nous en Europe chez eux. Donc pour eux c'est aussi exotique que ce que nous voyons chez eux. Donc c'est pas tout d'un coup c'est le renouveau, pas forcément. Ça dépend pour qui. Donc bon, je mettrai un haut là-dessus. Mais bon, pour la réal c'est souvent un côté un peu matu vu, un peu saoulant. Là j'ai vu récemment The Villainess. Vous aurez peut-être une critique dessus, je pense. Où là c'est vraiment m'as-tu vu, plan séquence de ouf, gros mouvement de caméra et tout ça, mais bon finalement pour une illisibilité un peu gênante je trouve pour le film d'action que c'est. En plus c'est une espèce d'adaptation de Nikita plus complexifié encore. Bon, mais je veux bien leur accorder le traitement des personnages et les ambiances et la narration, les situations qu'ils provoquent au scénario, comme A Hard Day, qui était vachement bien sur les conseils d'un copain, et Memory of Murder et J'ai rencontré le diable, qui au final, je trouve vraiment sont... The Chaser aussi est bien, là, mais ce sont des thrillers coréens qui ont vraiment un scénario qui est bien écrit. Vraiment, il y a des trucs au scénario qui se passent, qui sont bien. Crois-tu au génie de l'artiste? As-tu déjà pensé qu'une œuvre cinématographique était celle d'un génie? Pas spécialement. Quand tu commences à écouter la personne, t'as plus l'impression que la personne a essayé de se dépatouiller pour faire un film qu'avoir un trait de génie.
Et il y en a qui ont eu des traits de génie, mais ils se la racontent. Alors bon, c'est pas vraiment des génies. Les génies sont au-delà de cette espèce de caprice narcissique. Hein. Quand vous regardez les interviews avec Inaritu, ça doit être un génie dans la mise en scène et dans les idées. C'est quand même quelqu'un qui se la raconte vachement. Donc bon, moi je considère pas que ce soit un génie. Hein. Et il y en a d'autres qui font des films qui sont superbes. Et eux, ils font juste des films, voilà. Ils sont tranquilles avec leurs petits trucs et ils font leurs films et puis voilà. Et il y en a qui sont des génies, mais on ne sait tellement pas comment ils fonctionnent parce qu'ils sont reclus, que bah, on estime mal leur génie. Des gens comme Kubrick, qui pour le coup, eux, s'exilaient vraiment. Il y a peu de traces d'interviews de Kubrick. Il y a des gens qui ont fait des interviews de Kubrick, mais ça reste toujours des gens assez imperméables, assez compliqués à entrevoir. C'est pour ça qu'ils fascinent aussi. Parce que je crois au génie de l'artiste. Compliqué aussi à dire, puisque le génie de l'artiste résonne dans les écrits des critiques. Ce sera peut-être pas le cas au moment de la sortie du film. Je vous rappelle Michael Powell, hein, le mec à qui on doit Matter of Life and Death, la vie de Colonel Blimp, les chaussures rouges, les chaussons rouges, je sais plus, Red Shoes, hein, en anglais, Le Voyeur. Des films qui sont vraiment ouf, et le mec il est mort dans la pauvreté, quoi. Enfin, l'anonymat, quoi. C'est un pauvre gars, hein. Et son génie a été redécouvert par Bertrand Tavernier. Le génie est très très relatif, hein. Ah tiens, ça encore c'est parti pour Netflix. Tu penses qu'à terme les plateformes comme Netflix vont nuire, voire enterrer les salles de cinéma? Ben, je ne pense pas. Après, ça voudrait dire que la société elle-même aura sacrément changé. Ça veut dire que les gens seraient capables de s'enterrer eux-mêmes dans leur appartement. Parce que Netflix, c'est d'abord une consommation de séries, de cinéma chez soi. Donc là, on serait quand même passé d'un côté où les gens ne sortent plus de chez eux. Or, on aime encore sortir de chez nous pour aller faire des choses et aller au cinéma. Donc, bon, je pense pas qu'Hollywood va se laisser faire comme ça. À terme de combien d'années, c'est ça aussi le truc. Il va y avoir tranquillement du public pour les deux. En termes on va dire d'expérience cinématographique, Netflix est encore très très loin du compte, hein. Mais alors très très loin, donc ils sont pas prêts de gagner la guerre. En termes économiques, c'est fort possible, mais en termes artistiques, ils sont très loin. Perso, je pense que l'expérience en salle reste un plus qu'on n'a pas chez soi dans notre salon. Je suis donc plutôt de ton avis. Bien, moi je mettrais une réserve sur ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a de plus en plus des télés qui sont assez énormes et des expériences sonores qui sont des expériences en 5D, enfin en 5D, excusez-moi, en 5.1, en 7.1, enfin quand même des configurations sonores qui sont pas mal. Donc moi je dirais que pour certaines personnes l'expérience chez soi pourrait suffire par le confort technologique qu'on peut avoir maintenant. Après c'est contraignant aussi. On peut pas s'installer et regarder un film avec le son qu'on souhaite dans un appartement, parce qu'on a aussi des gens au-dessus et en dessous. Donc t'as beau avoir la technologie qu'il te faut, c'est contraignant de mettre le son à fond et de regarder Jurassic Park avec des T-Rex qui crient, alors qu'au-dessus tu as tu as un couple qui vient d'avoir un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'en salle du cinéma tu viens et tu as le son et l'image que tu mérites. Tu payes certes, mais tu as vraiment un truc qui t'est dédié. Donc c'est vrai que ça, la technologie ce soir ne le permet pas encore, mais je veux dire qu'il y en a qui peuvent avoir une expérience assez similaire au cinéma chez eux, s'ils ont ce qu'il faut. Tu regardes les films dans quelles conditions? Chez toi, grand écran? Alors là, oh putain, moi je suis... Alors là, c'est trop marrant parce qu'avec José, j'en parlais.
Hier soir, donc José, c'était un copain. Enfin, c'est un copain. Et moi, je lui ai dit que moi, je regarde beaucoup de films sur mon écran d'ordi avec des enceintes, des petites enceintes d'ordi, quoi. Et lui, il a dit, oh là là, mais t'es comme un curé, un prêtre, et tout ça. Tu regardes les films humblement, tu vas pas en salle et tout ça. Bah ouais, c'est un peu ça, quoi. Moi, franchement, je regarde la plupart des films dans des conditions qui sont maigrichonnes, hein. Après, encore une fois, moi je milite pour cette idée, c'est quand un film est vachement bien fait, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu le regardes, il te fait de l'effet, hein. Moi je vous rappelle, enfin je l'avais dit je crois plusieurs fois, quand j'ai vu Captain Phillips, qui est quand même un film en caméra portée, hein, je l'avais vu sur mon écran, c'était tellement ouf ce que je voyais que je suis allé le voir en salle après, parce qu'il était encore en salle. Finalement c'est amusant parce que j'avais les mêmes sensations devant mon PC qu'en salle, sauf qu'en salle c'était juste démultiplié. Mais c'était au même moment les mêmes sensations. Voilà. Donc quand un film est bien fait, il te provoque quoi qu'il se passe des choses. Mais c'est juste qu'au cinéma, tout est démultiplié, son et image, donc l'émotion ou la sensation, le suspense est démultiplié. T'es pris à la gorge, mais plus fort encore. Bah, HBO n'a pas enterré le cinéma, donc il n'y a pas de raison de penser que Netflix y parviendra. C'est pas faux, en effet. Surtout quand tu vois les films Netflix. Hein, c'est pas comme si les studios voulaient rivaliser Netflix avec de la série. Non, les studios laissent ces plateformes faire des séries. C'est pas leur affaire, c'est pas leur pognon, c'est pas leur fonds de commerce. Et en film, Netflix a encore du boulot, hein, parce que juste pour me vérifier, je suis allé voir un peu ce qu'avait fait Netflix en 2017. C'est tout aussi banal ou intéressant qu'un studio de cinéma. Il y a des films d'auteur, il y a des films de prestige, il y a des films qui rapportent de l'argent, il y a des comédies, des adaptations de livres, des thrillers, un peu de films d'horreur, et puis voilà. Et c'est exactement ce que font les studios. Donc nous parler de liberté créatrice et d'une pseudo saveur ou compétence ou liberté qu'aurait une plateforme par rapport à un studio, non, c'est exactement la même façon de procéder en termes de sujet ou de genre de film. Donc que les gens ne viennent pas me parler de créativité ou je sais trop quoi, là c'est la même chose, hein. Et on va voir dans les années suivantes, eux qui disent qu'ils vont faire des tonnes de films et tout ça. On va voir si on va avoir un répertoire intéressant ou toujours les mêmes choses, aussi banales qu'un studio de cinéma. Oh là là, ils ont fait Okja, oh là là, c'est merveilleux Okja. Bah oui, les studios de cinéma peuvent faire des films aussi intéressants qu'Okja, hein. Faut pas se leurrer, hein. Et dans l'année, il y a eu des films intéressants et qui sont des films de studio, quel que soit le studio d'ailleurs. Donc bon, moi je ne suis pas contre ces plateformes-là. De toute façon, il faut bien vivre avec son temps, mais il faut pas penser que c'est le nouvel Eldorado, hein. Ça va s'aligner sur une méthodologie et une politique en termes de films. Série, c'est autre chose. En termes de films, comme les studios. En tout cas, ça va droit dans le même chemin, pour l'instant. Le streaming va tuer le DVD. Ça, par contre, c'est possible. Après, je pense quand même qu'il y aura toujours un support physique d'une façon ou d'une autre. Parce qu'imagine que les plateformes de streaming ferment leurs portes. Eh bien, il y a plein de gens qui n'auront plus rien. Et peut-être des films qui disparaîtront parce que le virtuel, les plateformes virtuelles auront fermé leurs portes. Alors que quand tu as un DVD, bah tu l'as, quoi. Il va vieillir, il va peut-être s'enrayer et ne plus marcher, mais tu l'as, il est à toi. Et tu t'as beau avoir la coupure d'internet ou je sais trop quelle connerie, tu auras toujours son DVD. Donc il y a une appropriation personnelle du film que tu peux avoir avec un support physique que ne te procure pas un abonnement en streaming. Donc ça, c'est une différence qui est notable. Donc il y aura quand même... Ça avancera, cette mentalité disparaîtra peut-être avec les générations futures, mais en attendant, c'est quand même assez ancré, quoi. Le 17P méritait plus l'Oscar qu'Argo. Ça peut se défendre. Argo est plus politique que le 17P, et on voit qu'il, quand même, ces derniers temps, il y a beaucoup de films politiquement engagés qui gagnent l'Oscar du meilleur film. Donc, pour moi, ça semble logique que ce soit Argo par rapport au 17P. Et puis Argo va beaucoup mieux vieillir que le 17P, qui est bourré d'effets spéciaux, qui je suis sûr maintenant sentent déjà un peu le roussi par moment. Bien sûr qu'on le regarde en 1080p avec un bon écran, ça passe.
Et même quand on le regarde en 1080p, je pense qu'on voit aussi tous les détails qui commencent déjà à vieillir. Hein. Donc c'est aussi ça le problème, par rapport à un film qui n'a pas besoin de ces artifices. Il doit y avoir des trucs en CGI dans Argo, hein, mais il y en a vachement moins. Et puis, l'Odyssée de Pi ne mérite pas l'Oscar de meilleur film, parce qu'il y a eu quand même ce scandale avec les boîtes d'effets spéciaux qui ont été quasi maltraitées pour que le film soit terminé à temps. Parce qu'un film, c'est pas juste le film, les mecs ne vont pas s'arrêter simplement à ce qu'ils ont devant les yeux, c'est aussi comment il a été fait. Hein. Donc s'il a été fait en tuant des gens par milliers, le film il n'aura jamais d'Oscar. Bon là j'exagère mais c'est l'idée. Si le film a été fait avec des scandales derrière et des gens qui ont été maltraités, qu'on a sous-payé ou pas payé du tout, ça c'est pas à recevoir le meilleur film. Le meilleur film de l'année de la production américaine. Donc c'est normal aussi qu'ils ne l'aient pas eu dans ce cas-là. S'ils le prennent en compte, j'ai aucun moyen de prouver qu'ils prennent en compte ou non ça, mais si j'étais quelqu'un du jury, je serais au courant de ce problème-là. Moi, ça me ferait pencher en la faveur d'un autre film, ça c'est sûr. Alors je vais répondre maintenant, Luc Aubry ouvre tes mirettes. Je vais répondre à une question donc de Luc Aubry, il me l'avait posée sur Facebook. À propos des sources, as-tu pensé à les afficher dans la description plutôt que éviter de les citer? Ça, je pense que je le ferai peut-être pour la rétrospective, la prochaine rétrospective. Mais moi, ce qui me gêne déjà quand c'est dans la source... Enfin, pardon, quand c'est dans la description, c'est que si les liens sont morts, ça ferait une espèce de ribambelle de liens morts. Et puis, étant donné que des fois, pour certains films, je regarde énormément de sites, ce sera pas très agréable pour vous d'avoir des suites de liens. Et des fois, tu sais, c'est des liens qui font un paragraphe. C'est pas très agréable à regarder, hein. Et du coup, on aura l'impression d'un espèce de pagaille, de champ de bataille dans la description de la vidéo avec des tonnes de sites juste pour retrouver l'article que j'ai utilisé pendant un bref instant. Enfin, je trouverais ça vachement lourd, ce genre de truc, quoi. Et puis encore une fois, tu passes un an après le truc, page non trouvée. Et ça, imagine-le pour 100 critiques. Oh là, putain, alors après, si c'est pour me prendre des commentaires, ah tiens, il faut que tu mettes à jour la page, ah bah non, mais l'article il a disparu, ah oui, bah alors la belle affaire. Du coup, ça sert plus à rien. Au bout de 2 ans, ça sert plus à rien. Donc, bon, je vois pas forcément en quoi ce serait du coup utile de vous les laisser dans la description, quoi. À moins que j'en garde, je fasse un screenshot et tout ça. Oh là là, alors là, tu m'en demandes trop, hein. Et si tu en mets que quelques-uns, ben oui, mais dans ce cas-là, il y a des sites qui sont plus cachés, plus percutants, mais ça c'est pas forcément le cas à chaque fois, hein. Et puis c'est des sites, encore une fois, ça peut être des trucs en anglais, il y a peut-être la moitié de mon audience qui pourra pas comprendre le texte. Donc bon, après il faudrait aussi que je juge si c'est pertinent pour le mettre en description. Ça c'est pas dit, hein. Donc moi je suis pas très friand de cette idée. Je pense que, à la vue des trucs que j'ai vus en bibliothèque par rapport à la rétrospective, je ferai des citations de livres. Je vous ferai peut-être même une bibliographie avant la rétrospective. Enfin, ce sera une vidéo dans la rétrospective. Mais la description, moi je trouve ça un peu contraignant pour moi. Déjà, ça me ralentirait le processus de dérush, ça c'est sûr. Je sais que c'est quelque chose qui tiendra pas dans le temps. Tu lis aussi des romans? Si oui, lesquels? Oh là là, si tu savais l'absence de romans dans ma vie. Oh. Non, j'essaye de lire des romans, mais je n'arrive pas à dégager du temps pour le faire. J'essaye de lire Le Prestige, c'est très bien, hein, mais j'arrive pas à avancer du tout, mais du tout. Il y en a qui s'enfilent 100 pages en une nuit, là, enfin, en une soirée avant de dormir. Moi, 100 pages, il me faut une journée, quoi. Non, mais voilà, moi, c'est vraiment, j'ai une lecture très lente et j'arrive pas à prendre le temps de... Parce qu'en même temps, je pense, je lis... Mais après, c'est une mécanique, hein. La mécanique peut être super huilée pour les gens qui lisent beaucoup. Mais moi, je visualise beaucoup des scènes quand je lis.
C'est-à-dire que je me fais le film, quoi. Donc quand je lis, et des fois je ralentis vraiment pour laisser autant aux scènes d'arriver dans mon esprit, et ça prend du temps, et voilà, je vois cinématographiquement le film. Et c'est dingue, hein, parce que sur le Prestige, ça marche très très bien, ça. Hein. Tout le début où le mec il va dans l'espèce de maison là, et il est accueilli, et après tout le récit, le journal des deux, c'est très cinématographiquement on voit des choses. Hein. Après tu te dis que c'était impossible de le faire au cinéma en suivant le roman comme il est. Il fallait avoir des partis pris assez importants, et je trouve que Nolan l'a réussi. Hein. Mais franchement, lire, je prends pas le temps pour. En roman, hein, je lis des choses, mais ce sont pas des romans, vous pouvez bien vous en douter. J'ai aussi acheté des livres, mais quand est-ce que j'aurai le temps de les lire? Des trucs sur le cinéma aussi, j'ai l'entretien Truffaut-Hitchcock. Ah, moi je m'en veux, hein, de rester trop de temps devant mon ordi. Et je fais pas des montages qui me demandent un temps de rendu énorme, en fait. Donc c'est pas comme si je pouvais lancer le rendu et après commencer à lire tranquillement quelques pages du Prestige ou d'un autre livre. Non, mes rendus sont assez courts, donc au montage, donc ça vaut pas le coup d'ouvrir le bouquin, quoi. Et ça me fait chier. J'ai vu que là, Swan, que tu me parlais de Twin Peaks, je suis pas sûr d'être prêt à regarder ça parce que c'est pas que j'en veux au personnage ou que je n'aime pas, ou c'est que je suis dans l'incompréhension quand je regarde un film de David Lynch. Je ressens des choses, j'ai l'impression que ça veut me dire quelque chose, que c'est pas quelque chose qui est dit dans le vent, hein, des messages ou des images, c'est quelque chose de très pensé, mais qui épouse tellement la psychologie du réalisateur que si je ne connais pas grand chose de lui, je suis très hermétique. Et ben souvent c'est plus du film d'art et d'essai que quelque chose auquel je peux me rattacher, surtout que je suis quand même, hein, faut bien l'avouer, je suis quand même assez conditionné par le cinéma que je regarde, et c'est pas le cinéma de David Lynch, hein. Donc moi je suis assez hermétique à son cinéma, hein. Donc, et ça s'arrête là, il n'y a pas de rancœur ou de détestation, des trucs comme ça, non, mais c'est juste que je suis pas sensible. Je t'avais demandé, mais je me souviens plus ce que tu m'avais répondu. Pourquoi ne pas critiquer Peter Pan 2, le livre de la jungle 2, alors qu'ils étaient sortis en salle? Parce que c'était pas des classiques. J'aurais pu dire, Théo, j'aurais pu faire aussi les trucs qui étaient destinés au marché sud-américain pendant la guerre. J'aurais pu faire le trou noir. J'aurais pu faire Tron, j'aurais pi faire la coccinelle, ben je l'ai pas fait, voilà. Alors que j'avais fait les enfants du Capitaine Grant, Mary Poppins, les Robinson du Maire du Sud. C'est ce qu'on appelle un choix éditorial, et c'est ce qu'on appelle aussi arrêter de commencer à faire trop de choses et à jamais terminer le cycle. Si ça se trouve, je serai encore là maintenant à en faire, quoi, avec toutes les suites qu'ils ont fait. Donc non, et en plus c'est pas des films excellents, hein. Bambi 2 tient à peu près, mais c'est vraiment moins bien, hein. Donc bon, si c'est après pour me faire du mal, non, c'est même pas me faire du mal, mais c'est juste perdre mon temps. C'est-à-dire faire la même démarche pour un classique, pour une suite qui est une suite clairement pour essayer de surfer sur des tendances et tout ça. Non. Maintenant que j'y pense, t'as pas fait les Disney de seconde zone des années 40 à part Mélodie du Sud, mais pour le coup ça ne valait pas la peine. Ben si, pour se marrer. Et en plus, après, pour voir qu'il y a des gens qui refusent complètement de voir dans La Mélodie du Sud une œuvre raciste. Hein. Bon, vous savez, c'est comme le combat de Durandal par rapport à En temps, n'importe le vent. Hein. C'est le même cycle. Hein. Enfin, c'est la même bêtise. Hein. Y a des choses qui ne vont pas par rapport à ce qui est véhiculé dans La Mélodie du Sud. Mais bon, y a des gens qui sont obtus, et qu'est-ce que vous voulez faire, quoi. Mais après, moi, je me focalise pas davantage, hein. Je laisse couler les trucs, et après, je verrai bien si les gens s'informent ou non, hein. Il faudrait bien qu'ils se posent la question, mais pourquoi il n'y a aucune cassette ou aucun support sur la Mélodie du Sud qui est publié? Eh bien, il y a bien une raison. Tiens, on m'avait déjà posé cette question du cinéma de série B. Je pense que aujourd'hui, on a tendance à le dénigrer, et c'est vraiment dommage.
en utilisant ce terme souvent pour déprécier des films, alors qu'il y a des séries B qui se tiennent vraiment bien et qui ne sont même pas, en théorie, qui n'ont même pas une diffusion de série B. Le sens de série B avait un véritable sens quand on avait des programmes dans les cinémas, c'est-à-dire on avait un grand film, ce qui était le film A, quoi, le grand film de la soirée au cinéma, et après, alors de mémoire, hein, je peux me tromper un petit peu, sur les programmes dans les cinémas, eh bien on avait d'autres films qui étaient des films moins coûteux, avec moins de stars, et qui étaient des films de série B, donc des films qui sont faits avec moins d'argent. Bien sûr, après on a eu des déclinaisons que nous connaissons, hein, série Z, etc. Mais c'était des films qui étaient tout aussi bien faits que les films de série A, mais avec juste moins d'argent, quoi. Donc une ambition de décor, de stars, de mouvements de caméra, tout ça, d'effets spéciaux qui étaient moindres. Aujourd'hui, on a tendance à utiliser le terme pour se moquer un petit peu des films qui ne respectent pas certaines chartes de cinéma ou qui sont des petits délires ou des choses comme ça. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Voilà. Voilà ce que je pense du cinéma de série B. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta chaîne, en fait? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos tout court? C'est juste que je commençais à m'entraîner. J'avais déjà répondu. Je réponds rapidement. Je m'étais entraîné pour les examens de la FEMIS, là, le concours d'entrée. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je me fais chier tout seul pour finalement juste m'entraîner? Je pourrais faire des vidéos pour les partager aux autres. C'est pour ça que j'ai commencé avec des vidéos d'analyse sur Gladiator en 2011. Et après, ça s'est décliné avec quelques vidéos sur différents films, en analyse toujours. Et après, il y a certaines analyses qui ont pris des formes de pseudo-critiques, plus ou moins, mais c'est vrai qu'il y avait, je trouve, si vous regardez sur ma chaîne la vidéo sur le masque de Zorro, c'est ce qui s'apparente plus à une critique dans l'ancien format d'analyse que je faisais. Et après, du coup, on est passé sur un peu de critique et tout ça, et après, on en est là, quoi. Mais c'était juste une envie de partager. C'était avant les critiques même, donc moi je n'étais pas en train de donner mon avis sur le film, non, je voulais analyser la mise en scène et voir qu'est-ce que là-dedans, pourquoi on a cette sensation-là dans cette scène-là, on va travailler ça, hop, c'est parti. Après, la déclinaison en critique, elle s'est fait sans même que je réfléchisse à mon public, en fait. Moi j'avais envie de poser sur le papier des choses. Aussi pour moi, hein, pour que je puisse me souvenir d'une pensée que j'ai eue sur le film, parce que ça on peut l'oublier. Et donc je commençais à enregistrer avec quelques bouts de notes, maintenant c'est devenu beaucoup plus important. Mais avant, oui, c'était quelques bouts de notes et voilà. Et je m'en faisais pas plus, je pensais même pas au public. Hein. Mais que dalle, hein. C'est avant même qu'il y ait tous ces gens là de cinéma. C'était avant, c'était presque en même temps que la création de État Critique. Hein, donc c'est avant Durandal, avant Fossoyeur, avant In the Panda, enfin... le In the Panda cinéma. Hein. Je pense que lui, il fait des vidéos depuis très longtemps, mais pas orienté comme il l'a fait maintenant. Hein. Voilà, et c'était même avant une orientation de beaucoup de chaînes on fait de l'argent avec des vidéos. Il y en avait déjà qui avaient beaucoup de personnes qui les suivaient, mais c'était pas orienté comme maintenant du tout. Donc avant, si on était content si on avait des gens qui nous suivaient, oh là là, on pouvait savoir le champagne quand il y avait un commentaire et ça s'arrêtait là. Et on n'était pas en train de faire des calculs pour des vues et des conneries comme ça, quoi. J'aimerais savoir ton avis sur l'Odyssée de Pi, si tu l'as vu, bien sûr. Oui, je l'ai vu. Il m'est passé un petit peu à côté, celui-là. Je saurais même pas vraiment te dire. Moi, je trouvais que le film était... C'est un film de performance qui m'a tapé un peu sur le système. Il y a beaucoup de choses gratuites. Il y a des choses qui ne sont pas très belles visuellement. Parce que c'est fait que avec des effets spéciaux. Hein. C'était quand même un pauvre gars... je vais dire en turban, n'importe quoi, torse nu sur du fond bleu de tous les côtés, plus le film va vieillir, moins le film sera regardable, donc ça je trouve que c'est déjà un point très négatif pour le film, techniquement, et en termes de fond, l'idée est bien, mais ce choix que propose le personnage à la fin, ça arrive comme ça sans être vraiment le cœur du récit. En fait, moi ce que j'aurais presque souhaité, c'est d'avoir les deux versions, quoi. Alors oui, on a en théorie les deux versions,
C'est-à-dire qu'on a la version tout du long qui nous est narrée, et après on a l'autre version qui nous est narrée juste à la voix du personnage. Et je trouve, voilà, j'aurais peut-être souhaité les deux pour un espèce d'équilibre, et c'est après à nous de choisir avec un rapport égal en fait au récit. C'est-à-dire on a pendant 1h30, allez on va dire, tout le récit avec le tigre et tout ça, tu dis oh là là c'est enchanteur et tout ça. Et le deuxième récit, c'est un espèce de truc tout simple, tout banal, tout humain, tout normal, et ça on nous le montre pas. Alors c'est pas un choix que tu nous fais, parce que pendant 1h30 tu nous insistes sur cette version-ci. Donc moi là, j'étais un petit peu gêné quand même. Après le mec il sait mettre en scène, hein, ça c'est donc les choix de cadrage sont bien, les mouvements sont bien. Encore une fois il y a un côté un peu performance avec tous ces cadres qui changent pour certains messages véhiculés, certains thèmes. Ouais, mais voilà, bon, je trouve que c'est pas forcément un film intéressant sur un long terme. Sur le moment c'est bien, il y a des choses à dire, mais sur le long terme je crois que ça se termine par une espèce de danse, enfin je sais plus exactement, hein, ça fait un moment. Hein. J'avais prévu d'en faire une critique d'ailleurs. Peut-être qu'un jour vous verrez une critique arriver comme ça, c'est possible, hein. Je crois que j'ai des textes sur le film. Mais sur le coup, fin de film, je me suis dit bon, ok, c'était sympa, c'était un film d'aventure sympa, mais il me touche pas. Après il y a un discours intéressant, c'est là où la performance peut tenir en elle-même un discours, c'est tout le rapport au numérique. Tous ces moments où il touche des surfaces, où il est sur des surfaces qui n'existent pas, quand il caresse le tigre, qui n'existe pas, quand il va dans l'eau qui est à peine une eau d'océan, quoi, c'est une eau de studio, quoi. Et bien sûr quand il regarde le soleil, qui n'existe pas, et à la fin on a ce plan où il touche le sable, et après on a du sable qui est un vrai sable sur sa gueule. Voilà, il y a ce rapport au virtuel et au réel qui est intéressant, et de voir que l'acteur est complètement malmené dans un tourbillon de CGI par ordinateur, et tout d'un coup à la fin il retrouve la physicalité, hein, de notre monde, la texture, la vraie texture et le vrai sens du toucher, alors qu'avant il était dans une espèce de nuage numérique. Il y a un discours sur la performance et sur le numérique qui est vachement intéressant à adopter sur l'Odyssée de Pi. Là oui, là on peut trouver de la valeur, et c'est vrai que là j'aurais tendance à trouver cette valeur, mais sur le récit même, je n'ai pas trouvé ça extra. Tu penses quoi de Xavier Dolan? C'est quelqu'un qui a eu une adolescence qui n'est pas la mienne, hein, donc il est traversé par des interrogations et des thèmes qui me passent complètement au-dessus. Hein. Alors, quand je regarde son cinéma, c'est un cinéma qui ne m'intéresse pas, dans lequel je ne me retrouve pas, qui est maniériste pour des choses qui ne me touchent pas. Donc j'en regarde parce qu'il faut regarder quand même pour la culture général cinématographique, mais je ne prends aucun plaisir à en regarder. Il y a quelques moments clippés qui sont assez virtuoses, mais autrement, non, je suis pas touché par son cinéma. Hein. Ah là là, il faut pas me poser ces questions, ton film préféré ou un de tes films préférés. Hein, moi, je suis un peu allergique à cette question. Hein, ce genre de choses, j'ai un peu de mal quand même. Hein, je suis pas très friand de ces questions-là. Je ne me pose pas ces questions, je me permets de répondre pour clarifier la chose, puisque vu que tu poses cette question, c'est que tu n'es pas au courant peut-être. Comme je ne fais pas des tops, je n'essaye pas aussi de faire des classements de films préférés et de savoir qui est plus préféré que l'autre et tout ça. Donc je ne vais pas m'essayer de faire des listes, même des recueils, hein, sans mettre des gens au-dessus des autres pour les films préférés, quoi. Et puis bon, c'est des fois des cadres très privés de ces films-là, donc... je m'étale pas sur ça. Je pense que quand vous connaissez un peu ma chaîne, si vous regardez des vidéos sur ma chaîne, vous savez un peu ce qui peut me plaire, quoi. Et même j'ai des fois cité des films qui m'ont beaucoup plu, hein, comme dans mes vidéos. Donc bon, autant peut-être pour les 2 premières FAQ j'y ai répondu, mais là non. Là maintenant, après autant d'années, j'ai plus envie de répondre à ces questions-là. Il n'y a pas de mal, hein, mais c'est juste que c'est des questions qui m'intéressent plus du tout. J'ai passé un cap de questions. Ces questions-là font partie de ce cap. Hein.
Et peut-être dans 5 ans, il y aura d'autres questions que je voudrais plus avoir en FAQ. Hein. Et c'est normal, hein, c'est normal. Attendez, ça fait quoi? Ça fait depuis 2011 que je fais des vidéos. Alors forcément, vous pouvez bien vous douter qu'il y a aussi une pensée qui diffère, hein, une mentalité qui change, une éventuelle sagesse, et aussi un agacement de certaines choses que je vois, qui ont évolué en bien, en mal. Donc forcément aussi dans les questions que je mets en avant, auxquelles je réponds avec de l'intérêt ou non, eh bien ça varie en fonction des années et c'est bien normal. Est-ce que tu as déjà... Ah, ça c'est intéressant par contre. C'est vrai, ça me permettra de pousser une gueulante en plus. Est-ce que tu as déjà participé à une nuit au max? Moi, les films, je veux les savourer. Donc quand je vois que les nuits au max commencent à minuit ou 23 h et que t'en as jusqu'à 5 h du matin... moi je veux pas lutter au bout du deuxième film pour le regarder. Ok, c'est sur un grand écran avec beaucoup de lumière, t'as un son qui vient t'agresser les oreilles. Mais moi à 2 h du matin, moi je vais lutter pour regarder. En plus ce sont des films qui sont souvent des super films. Et je veux pas lutter contre le sommeil dans la salle pour regarder le film. En plus quand c'était le truc sur, je sais pas moi, il y en avait un sur Satoshi Kon, ça me donnait presque envie d'y aller. Mais je me suis dit, mais attendez, alors, ok Perfect Blue une fois, mais alors le suivant, je vais lutter entre déjà apprécier le film et lutter contre le sommeil. Et ça, je peux pas. C'est des films super, tu dois être au taquet pour regarder. Qui commence la séance à 20 h. À 20 h, c'est très bien à 20 h, mais non parce qu'ils préfèrent encore continuer avec leur programme normal en fait, pour se faire du pognon, parce qu'ils peut-être ils se disent ah mais les soirées spéciales ça va pas marcher tout ça, alors que c'est des conneries. Non mais c'est pour les gens, c'est pour les hiboux, c'est des séances pour les hiboux. Bah, moi je suis pas hibou, je suis une poule, hein. Quand il fait nuit je vais au poulailler, point barre. Donc moi c'est pas du tout des séances pour moi, hein, les nuits au max, hein. C'est des séances qui sont très bien et tout ça, je suis sûr que c'est bien encadré, avec une petite présentation au début et tout ça, et que les films sont super, et bien c'est des bons masters qui sont mis en projection, mais moi c'est pas du tout mon type de soirée. Si c'était à 20 h, je dis pas non, mais là c'est trop tard, hein, ça commence trop tard et je vais lutter en fait pour regarder les films. Et le troisième film j'en parle même pas, je serai à moitié endormi devant, c'est pas agréable, hein. Moi je sais que je suis pas quelqu'un qui fait des nuits blanches, donc moi je lutte contre... Enfin, je lutterai en fait contre la fatigue dans ces séances-là. Et donc, ce ne sont pas des séances pour moi, tout simplement. Bonsoir Valérian, sur Facebook, tu fais des commentaires audio avec Valentin. Tu comptes faire en nouvelles et pourquoi pas sur YouTube. Je compte faire en effet des nouvelles vidéos. J'en ai en fait déjà faites, mais je ne les publie pas encore. Pourquoi pas sur YouTube? Parce que il y a quand même du son du film. Et YouTube est quand même un putain de rapace en termes de scanner de son. Et je n'ai pas envie de tenter le diable, tout simplement. C'est pour ça, c'est un peu frustrant de devoir les découper sur Facebook. J'en suis vraiment désolé, hein. Mais pour moi, c'est pour l'instant le seul moyen. On pourrait le faire sur SoundCloud, mais ce sera encore un énième truc à gérer. Et bon, c'est un peu compliqué déjà, hein. Faut provoquer le débat, mais je suis pas une chaîne qui doit provoquer le débat, hein. Si je provoque le débat, c'est malgré moi. Je vais pas commencer à faire des trucs avec des notes pour provoquer le débat, sachant que bon, les notes, ça va, ça vient. Ce sera pas forcément un truc qui restera par la suite, hein. Donc bon, c'est humain de détester un film. Bah oui, bah t'en parles pas, point barre. Parce que là, vraiment, faire une vidéo pour détester le film, c'est-à-dire prendre le temps d'avoir... Bah ça, c'est à peu près ce que font la majorité des gens, quoi, sur leur chaîne. Ils ont vu le film, ils n'aiment pas, et ils vont quand même en parler parce qu'ils savent que faire du mal et dire du mal d'un film, ça fait venir des gens. Bah moi, si je peux l'éviter, je le fais. Voilà, point barre. Surtout que c'est pas... c'est juste dire pour regarder, c'est de la merde. Et là, ce qui se passe, c'est incohérent. Et bah. Ça va 2 secondes, mais tu peux pas faire ça tous les mois, quoi. Du coup, tu passes pour trop consensuel. Mais j'en ai à foutre de passer pour trop consensuel au prix de quelle masse d'individus, des gens qui sont même pas abonnés à ma chaîne, des gens qui passent comme ça et qui se tapent même pas la vidéo en entier, qui regardent en description et il a mis 12. Oh là là, c'est trop consensuel. Le mec n'a même pas écouté 10 minutes sur 30 minutes de commentaires. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de leur avis? Ah bah ça aussi, hein. On peut en parler des gens qui viennent me faire chier sur les notes. Les gens n'ont même pas entendu ce que j'ai dit. Alors bon, trop consensuel. Ceux qui suivent ma chaîne, c'est des gens qui savent très bien que je pèse pendant toute la vidéo le pour et le contre entre des trucs que j'ai bien aimés, des trucs que j'ai pas aimés, et aussi le fait que il faut faire le film. Hein, et ça, c'était toujours très compliqué. Donc ça, déjà, il y a une note de volonté de base qui est à prendre en compte.
Donc moi, quand je sors un 11 ou 12, c'est pas un truc, c'est un truc que tu regardes, ok, et tu passes à un autre et tu oublies ce film. Et je trouve que ça, c'est déjà très très violent. Hein. Alors quand ça commence à descendre vers le 11 ou 10, c'est que le film a vraiment pas grand chose d'intérêt, en tout cas l'intérêt que je lui ai trouvé. Ou alors vraiment que c'est que j'ai quelque chose contre le film. Et quand c'est en dessous, c'est qu'il y a vraiment un problème. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, je suis pas trop sympa. C'est juste que j'ai vu ben, je pourrais même dire maintenant des milliers de films. Et du coup, ben, moi, je dois aussi penser par rapport à tout ce que j'ai vu, où je peux placer. Le film est insignifiant. Je vais pas lui reprocher d'être insignifiant. Donc, je lui mets une note de base, mais je sais très bien que c'est le commentaire qui prime. Alors, il faut pas faire toute cette fixette sur une note, c'est un peu ridicule, quoi. Encore une fois, ceux qui font une fixette sur une note, c'est les gens qui veulent de la synthèse rapide. Bah, ces gens, au vu de ce que je fais sur la chaîne, c'est pas des gens qui sont les bienvenus, hein. C'est pas des gens qui vont rester très longtemps, hein. Donc, bon. Bon, en fait, tu respectes tellement le fait de faire un film que tu trouves méprisant de mettre des notes trop basses. Il y a un peu de ça, hein, tout en critiquant fortement le même film. Oui, oui, mais pour moi, ça me paraît complètement logique, hein. C'est juste qu'il faut faire la part des choses entre la critique et après la vie générale et l'impression que donne le film, quoi. Et essayer de se sortir de ton avis subjectif. Et ça, c'est juste, à force de le faire, tu y arrives. Hein. Et de se dire, au final, le film, après les trucs que j'ai dit, est-ce qu'il me veut du mal ou non? C'est un film qui est mal exécuté ou qui n'arrive pas à être clair sur ce qu'il veut dire, mais tout d'un coup, tu prends du recul et tu vois que le film ne nécessite pas toute cette haine que tu as balancée pendant toute la critique et au final tu rehausses la note, quoi. Mais encore une fois, c'est toujours des notes qui sont accompagnées des réflexions de conclusion. Si tu la prends à part comme ça, bien sûr tu peux le faire dire n'importe quoi. Hein. Penser par auteur, c'est ce que font les cahiers du cinéma. Oui, Furia, exactement, oui, penser par auteur. Ben, on peut s'échapper de ça, mais c'est un travail qu'il faut faire sur soi. Et la presse française, même généralement, même sur YouTube, hein, pense beaucoup par auteur. Et pas par juste film individuel comme ça qui pop. Non, non, c'est toujours par auteur. Et même la question que vous me posez là, c'est normal de penser par auteur, on fait pareil pour les autres arts. Oui, mais ce serait bien aussi de s'en échapper. Et ça, c'est juste une affaire d'échapper au conditionnement. Et on peut le faire, j'en suis certain. En quoi c'est pertinent de s'en échapper de la vision d'auteur? Oh, je dirais que c'est quand même plus agréable. Enfin, plus agréable. C'est aussi agréable de considérer une œuvre toute seule plutôt que d'essayer de se référer au créateur qui l'a fait à côté, quoi. De regarder une œuvre en interne plutôt qu'en externe. C'est comme pour de l'analyse, en fait. Après, c'est une autre façon. Je dis pas que c'est une façon plus légitime qu'une autre, hein, mais c'est une autre façon qui, des fois, peut te refaire découvrir une œuvre. Mais du coup, si tu la découvres en premier après une lecture par rapport à l'auteur, après, tu peux pas la redécouvrir, hein, à moins d'avoir un lavage de cerveau. Hein, mais je trouve que c'est la regarder sans avoir la logique de l'auteur et tout ça, ça peut te permettre de vivre l'œuvre d'une autre façon. Quel est le film que tu trouves con mais qui t'a fait beaucoup plaisir ou beaucoup rire? Alors, encore une fois, ça c'est des choses, je découvre les questions et du coup j'ai pas d'inspiration. Les films cons que tu trouves cons mais que tu prends beaucoup de plaisir. Ben pour moi, si je prends beaucoup de plaisir ou que j'en ris beaucoup, c'est pas un film con. Voilà, hein, et il y a plein de films cons qui me font pas du tout rire. Hein. Alors là, il y en a pléthore. Hein. Enfin, je vais pas vous en citer, j'en ai déjà suffisamment cité dans les FAQ précédentes, des films cons que je trouve pas drôles. Des films cons. Mais encore une fois, moi, si je ris, le film, il n'est pas con. C'est quoi que la situation, elle correspond pas au standard véhiculé par les gens? Ah, bah là, la définition du film con, ça va être compliqué. Hein. Là, j'en ai aucune idée. Parce que moi, j'ai bien des titres de films qui me font rire. Mais pour moi, ce sont pas des films cons. Moi, je pourrais te citer, je sais pas, moi... j'allais dire Highlander 2. Mais pour moi, le film n'est absolument pas con. Hein. Il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme con, obsolète, une hérésie, blablabla. Moi, je le trouve absolument pas con, le film. Hein. Et je prends beaucoup de plaisir à le regarder. Enfin, encore une fois, à regarder quelle version du film. Et c'est là que c'est fascinant, ce film. Une situation comiquement con, d'un comique exagéré, oui, mais c'est pas forcément con. Quand tu me dis con, c'est quelque chose d'insultant, hein, Luc Aubry. Après, exagéré encore une fois par rapport à la psychologie du réalisateur qui l'a fait ou par rapport à ce que en pense le public?
Tu peux dire que peut-être j'intellectualise un petit peu trop la question, c'est vrai, mais en même temps c'est ma FAQ et c'est ma réponse que je te fais. Moi j'ai du mal à estimer, enfin je crois que c'est le terme con que tu as mal jugé quand tu as fait ta question. Hein. Non, je saurais pas trop répondre à ta question, Luc Aubry, je suis désolé de me défiler comme ça, mais c'est juste que moi... Enfin, c'est déjà assez rare que je ris comme ça à gorge déployée devant un film, donc et il y en a, moi je les considère pas cons, moi je les trouve au contraire extrêmement justes. Hein. Je pourrais te citer Grégoire Moulin contre l'humanité. Moi je considère que c'est assez juste, hein, entre la folie humaine, le mec qui sait pas où se mettre et qui voit la femme qui est aussi perdue que lui, il y a quoi de péter un plomb dans une grande ville, hein, et c'est finalement ce que le film présente. Hein. C'est un mec de campagne qui vit en grande ville et qui est complètement perdu, qui perd tous ses repères, qui essaye de lutter dans la jungle urbaine pour retrouver cette femme, voilà. Et pour moi c'est pas du tout con. Alors qu'il y a des situations complètement bizarroïdes dans le film. Hein. À un moment, t'as le chien qui conduit la voiture, quoi. Mais pour moi, c'est... De toute façon, à Paris, il y a des chiens qui conduisent des voitures. Hein. Vu comme ils conduisent, c'est évident. Donc pour moi, le film n'est pas con. Donc moi, je peux pas répondre à cette question. Par contre, peut-être que je peux répondre à la suivante. Découvrons-la ensemble. Tu disais dans ta vidéo FAQ de 2015 à propos de cette lettre ouverte de la Cinémathèque de Paris que Serge Toubiana n'aimait pas Disney et qu'il n'en regardait aucun. Bon, mais en y réfléchissant, est-ce encore la meilleure façon de résister à une compagnie d'arrêter de regarder ses films, voire de les mépriser en permanence, surtout s'il s'agit d'une compagnie en pleine expansion. Je dirais que pour un conservateur et pour un directeur de la Cinémathèque française, parce que là il ne s'agit pas simplement d'un homme qui est cinéphile, mais aussi d'un homme qui représente la cinéphilie française en étant le directeur de la Cinémathèque française, tu dois quand même te foutre des coups de pied au cul pour aller regarder quelques Disney. Et on parlait bien, dans le cadre de Serge Toubiana, des Disney style Bambi, Cendrillon, quelques classiques des années 90. On parle pas des gros machins qui sortent maintenant. On parlait bien, dans l'interview, c'était bien clair que c'était les Bambi et les Pinocchio et tout ça. Hein. Donc moi je trouve ça vachement hallucinant qu'un mec comme lui, qui pour moi me semblait être un cinéphile ouvert et qui a de la culture un peu de tous les côtés, en fait dise ah non mais je regarde pas. Ok. Bon, moi je trouve que c'est pas très tolérable. Enfin voilà, quand tu représentes une institution comme la Cinémathèque française, faut au moins en avoir vu un ou deux pour faire style quoi, et au moins pouvoir en débattre au cas où. Hein, mais bon, après c'est cette personne, de toute façon, ne fait plus partie de la Cinémathèque française, j'ai envie de dire tant mieux. Il est sûrement à un autre poste tout aussi ronflant et haut placé. Mais voilà, en tant que directeur de la Cinémathèque française, il faut au moins faire l'effort de regarder le plus possible de choses diverses. Comme ça, on ne se bloque pas, on est ouvert à des propositions et aussi on est ouvert au dialogue avec n'importe quel public. Quel est ton regard sur Ridley Scott? Encore une fois, j'en parlais avec cette personne, un très bon ami cet après-midi, parce qu'on regardait un peu les Oscars, les nominations, et on arrive aux nominations meilleur second rôle masculin. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Christopher Plummer dans le rôle de Getty dans Tout l'argent du monde. Enfin, le nouveau film de Ridley Scott. Et on se dit comment c'est possible qu'un mec qui est tourné seulement 9 jours, hein, il ait la nomination aux Oscars. Et moi, j'ai répondu à mon copain que c'était grâce à Ridley Scott qui, lui, a tellement bien géré son tournage qu'il a pu, en si peu de temps, mettre en valeur cet acteur pour après qu'il ait des répliques intéressantes, qu'il ait un profil intéressant, une lumière intéressante pour qu'il soit plein de charisme et plein de conviction dans son rôle juste pendant une dizaine de jours. J'en reviens à me dire qu'en fait Ridley Scott, lui maintenant il est passé plutôt sur un cinéma de l'efficacité qu'un cinéma où il y a une patte d'auteur. Et encore, je pense que si on travaille particulièrement les films de Ridley Scott, on voit des pattes d'auteur. Mais c'est quelqu'un qui raconte encore très très bien les histoires. C'est un petit peu plus froid, c'est un petit peu sans croyance. J'ai envie de dire, il croit plus à une méthode qu'à une sorte de foi. C'est pas quelqu'un qui a vraiment une foi, surtout dans ses derniers films. Rien qu'à voir Exodus, on comprend tout de suite. Mais par contre, c'est quelqu'un qui, je trouve, est tout à fait vivant dans sa façon de faire des films.
C'était pas quelqu'un de décédé, quoi, comme Coppola, quoi. Les derniers Coppola, c'était pas très agréable à regarder. Et bien sûr, il fait partie de la même veine que Spielberg. C'est des gens qui adorent raconter les histoires. Il y en a un qui le fait avec plus de liberté et de fantaisie que l'autre, mais les deux savent, je trouve, vraiment bien raconter les histoires, et c'est à chaque fois des sujets assez différents. Là, ce qu'on peut presque voir comme une patte de Ridley Scott, c'est que beaucoup de ces histoires sont différentes. Et pourtant, par moments, on en vient à retrouver des liens communs. C'est en cela qu'on peut peut-être dessiner une silhouette d'un auteur dans les choix de scénario et aussi les façons dont il fait ses films. Mais j'aime beaucoup Ridley Scott. Hein. Je ne l'ai pas laissé tomber à partir d'un certain film comme l'ont fait beaucoup. Moi, j'ai toujours soutenu ce mec. Avec des films plus ou moins intéressants. Moi, j'ai pas trouvé mon compte, par exemple, devant Cartel. Mais après, Cartel a été aussi écrit par quelqu'un d'assez particulier. Donc moi, ça m'étonne pas que le film ait été mal reçu. C'est vraiment écrit par, je crois que c'est McCarthy, je suis pas certain, mais c'est quelqu'un qui a un regard sur l'Amérique particulièrement spécial. Donc là, ça m'étonne pas qu'on nous montre des gens assez méprisables pendant tout le film, quoi. Et de l'autre côté, c'est comme pour le public, hein, il fait des films pas très bons, enfin considérés pas très bons par le public, et tout d'un coup il te sort Seul sur Mars, là, The Martian, et là ça fait un énorme succès. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est régulier pour le public, mais pour moi c'est toujours quelqu'un d'à suivre, vraiment à suivre. Et en tout cas, quand il sera parti, quand il sera décédé, il nous aura livré une belle filmographie, avec des débuts vraiment passionnants, Blade Runner, Alien... 1492, Christophe Colomb, Thelma et Louise, vraiment des très beaux films. Puis après, on arrive sur une période un peu plus où il y a une espèce de renouveau. Il redimensionne son cinéma avec Gladiator, une bonne année, je sais plus comment ça s'appelle, où il y a Russell Crowe qui est en France, là, un espèce de petit truc tout simple en fait, et après tout d'un coup tu reviens sur un gros machin avec DiCaprio qui est un agent en Afghanistan ou en Irak, je sais plus. Voilà, enfin vraiment je trouve que c'est quelqu'un qui ne se repose jamais sur ses lauriers. C'est un des seuls réals qui peut naviguer entre le Moyen-Âge, les temps antiques et la science-fiction avec une aisance formidable. C'est là où je trouve son style est intéressant, c'est que son style est tellement passe-partout qu'il peut se permettre d'aller d'une époque à une autre, et la production design de ses films est toujours chiadée. Moi je trouve que vraiment celle de Kingdom of Heaven est moi je m'y crois, quoi, dans Kingdom of Heaven, quoi. Je m'y crois vraiment. Voilà, et moi je lui suis reconnaissant. Enfin je trouve il est quand même beaucoup mieux que son frère, quoi. Son frère, c'est toujours un peu les mêmes films, hein. Là, dans la filmographie de Ridley Scott, on trouve à boire et à manger, il y a tout, quoi. Il y a quasi tout. Après, c'est peut-être pas fait dans le style qu'aiment les gens. Un truc m'as-tu vu, avec des gros effets et tout ça. Ridley Scott est plus subtil que ça, hein. C'est quelqu'un qui tourne beaucoup. Et c'est quelqu'un qui, je pense, au fur et à mesure, a appris une maîtrise et une méthode... une attitude de tournage, quelque chose de très efficace, où il peut justement tourner beaucoup de choses, hein, et c'est pour ça qu'il fait des films quasiment tous les ans, presque, tous les 2 ans, il nous sort 2 films quasiment. C'est dingue, le mec il est pas tout jeune, hein. Là j'ai stoppé un peu sur Ridley Scott parce que on a tendance à un peu le dénigrer à cause des choix qu'il a fait pour Alien, mais moi je trouve qu'il y a quand même des choses vachement bien chez lui. Et au moins, c'est quelqu'un, ça on en avait parlé avec Chris, hein, avec Dabren Killa, c'est un mec qui adore le cinéma, qui adore parler de la façon dont il fait ses films. Les bonus des éditions Blu-ray ou DVD de Ridley Scott, c'est toujours des trucs de fou. Et il y a toujours des commentaires de réalisateurs et tout ça, le mec il adore faire ça. Et il l'avait dit en interview que il considérait que faire des bonus pour les DVD, c'est pour la postérité, c'est toujours bien de savoir comment on fait les films, d'archiver en fait toute la conception du film. Et c'est un mec qui a fait des bonus, énormes bonus sur des films Blade Runner, Gladiator, je crois que c'était pas mal aussi. T'as toujours des commentaires de réalisateurs. Tu peux vraiment comprendre comment lui il travaille si tu écoutes tous les commentaires sur tous ses films. Il y a des anecdotes super intéressantes, l'efficacité, comment il faut tourner la scène et tout ça. Il te donne l'information par rapport à d'autres mecs, tu sais pas ce qu'ils ont dans la tête.
Et en plus, il te livre des petites anecdotes un peu partout qui sont assez savoureuses. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui en a vécu des films. Et justement, en travaillant sur des environnements si différents, eh bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Je suis d'accord avec toi, Johan. Hein, bon, Cartel ne méritait pas toute cette haine. C'est juste qu'il y a une mauvaise réception parce que les gens n'ont pas vraiment compris le trip, quoi. Et je pense que Cormac McCarthy n'est pas un con. Quand il écrit ça, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Hein. Il faut juste épouser cette idée. Il faut se poser la question. Hein. Donc c'est pas un film facile d'approche, mais je pense que c'est un film qui a une logique tout à fait claire en fait quand on comprend un petit peu l'auteur, je pense. Et les gens, étant donné qu'ils n'ont pas lu le bouquin, ils ne comprennent pas. Moi, je voyais bien qu'il y avait un truc bizarre à installer un dialogue aussi long sur des situations dont on s'en fout. C'est que pour moi, il y avait quelque chose qui échappait à ma vigilance. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Mais il y avait quelque chose à comprendre dans le film. Mais je ne savais pas ce que c'était. Donc moi, je n'ai pas refusé le film. Je me suis dit juste qu'il me manque quelque chose pour comprendre et apprécier le film. C'est tout. Donc moi, j'en veux pas au film d'être comme ça. C'est juste que ça nécessite de faire une petite recherche pour mieux comprendre pourquoi le film est comme ça. Tout simplement. Hein. Et ça s'arrête là, hein, et tu vois. Alors qu'il y en a, oui, c'est n'importe quoi, on se fait chier, tout ça. Bah oui, bien sûr, si tu restes sur le premier avis, oui, bah ok, bah tu oublieras le film. Mais moi, je veux essayer peut-être de me poser de bonnes questions sur un film, plutôt que rester comme ça sur un avis. Et ça, il faut essayer de le faire pour tous les films. C'est impossible, mais des fois, au moins, avoir sans forcément refaire des recherches dessus, mais ou ne pas oublier qu'il y a des questions à se poser sur un film quand on le comprend pas ou quand on le rejette. Tu m'as l'air assez hermétique au cinéma de David Fincher. Tu te fais des idées. C'est pas parce que j'en parle pas que je n'aime pas ou quoi que ce soit. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu Mindhunter quand on me reproche de ne pas regarder de série. J'ai regardé Mindhunter. Bon, c'est pas une série de Fincher. C'est pas le showrunner, Fincher. Il a été demandé pour faire des épisodes. Et il est producteur de la série, je pense, uniquement pour gérer ces épisodes. Parce que c'est un gros fric du contrôle. Donc le mec, il allait pas laisser les gens s'occuper de ses épisodes à lui. Donc il a préféré être producteur pour gérer ses épisodes à lui. Pour moi, ça a l'air évident. Écoutez, la série est bien. La série, c'est une vraie série. Alors ça a l'air con ce que je dis. Mais elle est écrite vraiment pour de la série. C'est pas un espèce de film étiré, comme des fois on a l'impression. Là, c'est une vraie quête de série, c'est-à-dire une quête qui s'instaure sur le temps. Les personnages sont assez bien écrits. Les situations d'interview avec les tueurs sont super bien écrites. Les dialogues sont vraiment bien. Bon, il y a des trucs complètement débiles. Et malheureusement, il y a des trucs débiles à des moments clés de l'histoire. Ça, c'est dommage. Il y a des moments, tu sais pas trop ce que c'est, et ça se termine en queue de poisson, et tu sais toujours pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Avec ces visions qu'on a souvent au début d'épisode, qui sont en fait les passages avec Betaka, donc l'espèce de super tueur là qui a tué je sais pas combien de gens dans les années 70-80, je crois, je suis pas sûr. Mais alors, quand tu connais pas Betaka, tu sais pas du tout que c'est lui. Alors, c'est quand même malheureux, quoi. Mais bon, là, tu sens que c'est public américain, et public européen, celui qui n'est pas au courant qu'il y avait un super tueur. Je crois qu'il s'appelle Betaka ou BTK, je sais plus. Bon, bref. Voilà, tu t'es pas au courant, donc tu te dis qu'il y a un problème, quoi. Il y a des fois de la réal assez plan-plan. Même quand c'est Fincher qui filme l'épisode. Après, bon, c'est de la série, hein. À la limite, je préfère que ce soit comme ça qu'une espèce de série qui veut se la jouer m'as-tu vu. Je pense pas que ce soit vraiment une série pour moi, je crois que ce serait plutôt une série pour mon père, et encore je suis même pas sûr parce que c'est la police américaine, c'est pas la police française. C'est quand même un truc intéressant. En tout cas, le sujet est intéressant. La création d'un profilage, et les questions qui en découlent. Là, le sujet est vraiment intéressant. Le showrunner a super bien écrit ses situations. Hein. Là, moi, je lui tire mon chapeau. Hein. Tout ce qui est avec Edmund Kemper, c'est super bien. Enfin, c'est vraiment celui qui est le mieux. Hein. C'est le tueur qui est le plus savoureux. Il y a aussi celui qui se branle avec ses chaussures là. C'était pas mal, hein. Les rapports de force c'est bien. Tout ce qui est, encore une fois, avec les tueurs, c'est très très bien. Les situations d'interview et de confrontation sont bien. Ce que je voulais dire, Damien, c'est que on dit que Mindhunter est une série de Fincher, mais c'est faux.
C'est juste ce que je veux dire par là. C'est agréable d'entendre les mots Fincher associés à une série, donc t'inquiète pas que Netflix ils ont fait le nécessaire pour que ça se sache. Mais Fincher n'est pas le maître de la série. Hein. Je pense qu'il est déjà un peu plus maître sur House of Cards. Mais sur Mindhunter, non, hein. Je pense pas. C'est un poids lourd, mais c'est pas le chef. Hein. C'est le chef sur ses épisodes pour le coup. Mais ce n'est pas tous les épisodes de la série. Le live va se terminer et avec ce live, la FAQ de 2017. Voilà, je crois qu'on a suffisamment papoté. Je vous remercie pour ces bavardages, ces questions et ces réponses et ce dialogue avec le chat. C'est quand même un peu plus agréable que de répondre tout seul à quelques questions qu'on me pose par-ci par-là. En plus, il se trouvait que par rapport au début du live, j'en avais oublié. Donc franchement, c'est quand même plus agréable de vous avoir dans le chat à côté. Je vous en remercie, je vous remercie d'être venus. Pour certains, presque à toutes les sessions, et pour d'autres, ponctuellement. Je vous remercie vraiment d'être venus. Il y a plein de trucs qui se préparent pour l'année suivante. Je suis en cours hein, de travaux pour des nouvelles vidéos. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mais comme ce que j'avais dit au début de cette FAQ, au tout début, je suis content d'avoir ralenti le rythme des vidéos. Donc ce n'est pas forcément une vidéo par semaine. Ce sera peut-être une vidéo tous les 10 jours, ça variera. Mais je suis content d'avoir baissé un peu le rythme. Je suis pas pressé, je suis pas là pour faire de la monétisation. Donc voilà, moi j'ai tout mon temps. C'est pas grave si j'atteins un 10 000 abonnés avant je sais pas combien de temps. Moi je sais ce que je vaux. Surtout par rapport à ce que font d'autres personnes. Hein. Je me dis que j'ai quand même ma place largement. Même si je suis, comme disait un copain, un prêcheur dans le désert, c'est-à-dire que je prêche pas grand-chose, mais je prêche quand même. Mais on verra bien à la fin d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années qui prêchera encore et qui sera mort. Et je pense que ce sera pas moi le mort. Hein. Donc voilà, sur ces quelques notes positives, force et honneur, force et vélocité. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus pour cette FAQ et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux lives, bien sûr, mais aussi pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!